Avant de commencer, je prends quelques instants pour vous présenter le partenaire de cet épisode, les hôtels Meininger. Si vous voyagez en famille, vous savez à quel point trouver le bon hébergement peut vite devenir un casse-tête. On cherche du pratique, du bien placé, du confortable et surtout adapté aux enfants. Chez Meininger, tout est pensé pour simplifier la vie des familles en voyage. Des chambres familiales confortables, une cuisine commune, de quoi faire une lessive, un généreux buffet de petit déjeuner pour bien commencer la journée, une zone de jeu avec billard et baby-foot, une ambiance chaleureuse et conviviale et une réception ouverte 24 heures sur 24 avec des équipes toujours prêtes à partager leurs bons plans. Et en plus, il y a des tarifs préférentiels pour les familles. À Paris, Lyon, Bordeaux ou Marseille ou ailleurs en Europe, Meininger est un mix parfait entre un hôtel et une auberge en version family friendly. Meininger Hotel, ce sont des hôtels testés et approuvés qu'on vous recommande. Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode un petit peu particulier parce que c'est la première fois que j'interviewe un professionnel du tourisme et que je l'interviewe pour cela. Hélène, mon invitée d'aujourd'hui, est la directrice de l'hôtel Meininger de Bordeaux. Elle va nous raconter un petit peu comment elle a mis un pied dans l'hôtellerie, ce qui n'était pas forcément sa voie privilégiée. Elle va nous expliquer ce qui est mis en place dans son hôtel pour accueillir les familles spécifiquement, parce qu'on sait qu'en France, on peut ressentir que les enfants ne sont pas toujours les bienvenus dans l'espace public, dans les hôtels, dans les musées, etc. On a toujours un petit peu l'impression qu'on va déranger avec nos enfants. Et donc Hélène, qui est une jeune maman et qui travaille dans le milieu de l'hôtellerie, va un petit peu nous dire ce qu'on peut faire, ce qui est mis en place, comment elle voit les choses quand elle voyage avec sa fille. Et je trouve que c'est un point de vue intéressant de voir de l'autre côté comment on fait pour accueillir des familles. Quand l'occasion s'est présentée avec Meininger de faire cette interview, j'étais vraiment ravie de saisir cette opportunité. Donc j'espère que cette interview, qui est un tout petit peu différente malgré tout de ce qu'on vous propose d'habitude, eh bien, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous intéressera. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Hélène, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté de participer et de témoigner sur le podcast de Parents Voyageurs. Mais merci à toi, Floriane, de m'accueillir. Je suis très contente de faire ce podcast avec toi. Ouais, c'était un plaisir partagé. Hélène, est-ce que, comme d'habitude sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter, toi et ta famille, s'il te plaît? Oui, donc j'ai 33 ans et je suis la maman d'une petite Gloria qui a 1 an et demi. Et donc avec mon compagnon, on est ensemble depuis presque 8 ans. Et donc on s'est rencontrés lors d'un voyage au Brésil où je suis restée. Voilà. Tu es restée parce que il est d'origine brésilienne ou... Voilà, lui, il vivait là-bas et je suis arrivée sur l'île sur laquelle il vivait. Donc c'est une île qui s'appelle Ilha Grande au sud de Rio. Et voilà, je suis arrivée comme ils débarquent tous les jours beaucoup de touristes avec leur backpack. Et c'est vrai que c'est une île très paradisiaque, hors du temps, une petite bulle de paradis. Et voilà, et en plus, je l'ai rencontré le premier jour où j'étais sur l'île, donc ça m'a vraiment donné envie de rester, en plus du cadre magnifique que j'ai eu. Voilà, et je suis restée 3 mois pour mon visa tourisme. Et ensuite, j'avais envie de même travailler au Brésil. Du coup, je suis retournée en France demander un visa working holiday de 1 an pour continuer à rester au Brésil tout en travaillant. Ok, et lui restait aussi, quoi, du coup? Oui, du coup, en fait, lui, il vivait là-bas depuis plus de 10 Ah ans. oui. Et ensuite, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que lui, pendant 1 an, notre projet s'est développé qu'on fasse l'inverse et que lui vienne habiter en France, déjà avec ce même visa, qui est en fait toujours, c'est des visas d'accord d'échange en fait entre les 2 pays. Et du coup, de lui aller vivre en France pendant 1 an avec ce visa-là. Et après, on verrait ce qui se passerait. D'accord. Et donc, et ensuite, vous êtes resté en France? Du coup, on est resté en France. On est arrivé en France pour le Covid. C'était vraiment une super période. Donc lui, il a vu les calanques de Marseille, Paris et la neige, parce qu'il avait jamais vu la neige. Et après, c'était terminé. Voilà, on en a eu le petit confinement, mais voilà, après, c'est passé. On a réussi à construire notre vie sans problème. Ce que je demande aussi traditionnellement
avant aux invités, c'est un petit peu de me dire quel type de voyageurs est-ce qu'ils sont. Donc, alors vous déjà, vous êtes une famille un petit peu atypique, une double nationalité et forcément des expériences de vie assez éloignées. En fait, c'est par les voyages que j'ai faits plus jeune que je suis arrivée aussi dans le métier de l'hôtellerie. Donc avant, j'étais en master communication. Donc voilà, je travaillais dans une tour chez Allianz France à la Défense, donc vraiment rien à voir. Et à la fin de mon master, j'avais envie de voyager. Il y avait beaucoup de continents où j'étais pas allée. Et c'était très à la mode de partir en backpack en Asie. Et je sais pas pourquoi, moi j'avais plus une attirance pour l'Amérique du Sud. Mais je ne parlais pas du tout espagnol. Mais je me suis dit que bon, ça allait aller. Voilà, j'ai fait allemand première langue, donc je me suis dit bon, ça va aller très bien, on va improviser sur place. Et j'ai commencé en fait mon voyage au Costa Rica, qui est un pays facile parce que c'est un petit pays, c'est très sécurisé. Enfin voilà, il y a aucun souci à voyager au Costa Rica. Et en fait, je me suis dit bah je vais commencer par une mission de volontariat parce que en fait, je sais pas trop où aller, je sais pas trop quoi faire. Et j'ai envie un peu d'être encadrée et d'être utile, faire quelque chose, voilà, et vraiment rencontrer des gens. Et du coup, j'ai fait une mission de volontariat avec les tortues marines et c'était vraiment très très dépaysant. Voilà, je passe de ma tour à la Ouais. Défense à vraiment le fin fond de la jungle où il y a à peine de l'électricité. Où il y a des tempêtes, enfin voilà, où il y a, on mange tout le temps, tous les jours la même chose, où vraiment on est coupé du reste du monde et en même temps on est totalement reconnecté aux choses essentielles et on se sent hyper utile et voilà et j'ai vraiment vécu une expérience incroyable avec une association qui s'appelle Acote Pro, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'est énormément développée depuis, puisque c'était il y a du coup plus de 8 ans et qui vraiment participe à la sauvegarde des tortues sous-marines dans cette région-là. Et qui voilà, on fait des shifts la journée pour surveiller les nids pardon des bébés tortues et des œufs voilà qui sont enterrés. Et la nuit aussi, on cherche les œufs. On est obligé de les déterrer pour les réinterrer dans des endroits protégés parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vendent encore les œufs de Mm. tortues sur le marché noir et ou qui tuent les tortues. Et voilà, c'était vraiment une expérience incroyable. Je suis restée 2 mois là-bas et dans une famille vraiment adorable. Et du coup, j'ai appris l'espagnol. Enfin, Ok. j'ai commencé à apprendre l'espagnol comme ça avec eux et avec aussi une autre personne qui était avec moi, une Allemande. Et non, vraiment, c'était incroyable. Et après, j'avais aucun plan en fait. J'avais pas de billet de retour. Et en rencontrant d'autres personnes qui voyageaient, en fait, ils m'ont en quelque sorte convaincu. Bah, t'as pas de billet de retour. Si t'as un petit peu d'argent de côté, continue. C'était tellement évident en fait que je me suis dit bah je continue. Et j'avais entendu parler du volontariat aussi de faire du travail dans des hôtels, des hostels ou plein de choses différentes avec des animaux, etc. Et du coup j'ai continué à faire ça pendant ma descente de l'Amérique du Sud Ok. et j'ai commencé à travailler dans des hostels. C'est sûr que c'était des expériences totalement différentes de ce que j'ai pu vivre ici en France après, mais on nous offre le lit pour autant de temps qu'on veut dans un dortoir avec d'autres personnes qui font du volontariat, des repas par jour, etc. Et on fait barman ou on fait la réception et franchement, bah, en fait, on s'amuse. On s'amuse énormément, on participe, on rencontre énormément de gens et on fait beaucoup la fête, on va pas se mentir et c'est génial. Et moi, j'ai fait ça en Bolivie, j'ai fait ça au Pérou, enfin, et c'est super et ça nous permet aussi de voyager plus longtemps et de vivre plein d'expériences différentes. Et j'ai fait ça aux Galapagos aussi, qui est une île extrêmement chère où je savais pas comment aller. Bah, je suis allée par ce moyen-là. Et c'était une super expérience. Et j'ai à chaque fois, du coup, rencontré aussi les gens de là-bas, beaucoup plus que si j'avais été une simple touriste. Donc voilà, c'est un peu comme ça. En fait, j'étais vraiment dans l'improvisation et dans bah, on verra bien. Je savais pas ce que j'allais faire le jour même, le lendemain, et en fait, c'était pas grave. Et ma journée et ma semaine se construisaient, et le voyage se construisait au fur et à mesure des gens que je rencontrais et de ce qu'on me disait aussi, des conseils, etc. Donc c'était vraiment comme ça que je l'ai vécu et pour moi, en tout cas, c'était la meilleure façon de le vivre parce qu'en fait, j'avais besoin aussi d'un peu d'imprévu et ben, il y avait des jours où je faisais beaucoup de choses, il y a des jours où je faisais rien et c'était très bien aussi et c'était super aussi et il y en a besoin aussi. Donc voilà, je suis plutôt, du genre à improviser Ok. et à ne pas tout planifier.
Et maintenant que tu es maman, est-ce que tu envisages les voyages toujours de la même manière? Alors, c'est vrai que la première fois que j'ai dû voyager du coup avec ma fille, elle avait 4 mois et demi je crois et du coup, en fait, on l'a emmenée au Brésil Ouais, pour qu'elle rencontre, sa famille brésilienne. Sachant qu'on devait du coup se rendre sur cette île qui est quand même, un peu isolée, où il y a pas d'urgence médicale, voilà, ce genre de choses. C'est le genre de choses classiques qu'on pense quand on est mère ou ouais, parents, on se dit: «Mais s'il y a un problème, qu'est-ce que je vais faire?» Sachant que quand même, mon conjoint connaît quand même beaucoup de gens sur cette île, qui ont des bateaux et cetera, donc il y avait pas de problème pour, aller à l'hôpital si besoin. oui, parce que Île Grande, c'est quand même pas si loin du continent non Non, plus, hein. Je me souviens plus combien de temps c'est de bateau, mais voilà, mais on se dit toujours, la nuit ou des ouais, fois les bateaux peuvent pas sortir ouais, ou voilà. Moi, j'ai déjà eu affaire au poste de secours, voilà, j'avais pas j'avais pas trop envie d'y retourner, donc voilà, c'est quelque chose forcément on angoisse. ouais. En tout cas, tu penses. Mais déjà voyager avec un bébé de moins de 1 an, moi j'aurais aimé qu'on me dise parce que enfin personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit que c'était une catastrophe. C'est facile. Voilà. Peut-être ça le sera, peut-être pas, voilà. Moi en tout cas, je trouve que c'est facile. Ouais, C'est pas difficile et même là, j'ai voyagé avec ma fille d'1 an et demi, c'est pas difficile. On peut prévoir tout ce qu'on a envie. Mais il se passera ce qui se passera et en fait, moi le meilleur conseil qu'on m'avait donné et c'était pas pour les enfants, c'était en fait là où tu vas, il y a des gens qui vivent. et ouais, Ça va bien se passer. Si tu as besoin de quelque chose, tu pourras le prendre là-bas, il y a des gens, ils vivent, ils pourront t'aider, enfin tout va bien. Donc si tu oublies, un petit objet de ton quotidien, c'est pas grave. Même si tu oublies, du Doliprane et cetera, c'est pas grave. Là-bas aussi, il y en a. Et du coup, ça m'a j'y ai pensé beaucoup quand je voyageais avec ma fille en me disant: «En fait, là, j'y vais, l'oncle de mon conjoint, il a eu un bébé, 1 jour avant nous, il a le même âge, il vit sur cette île, il va très bien. Donc voilà, ça va bien se passer si on a besoin de quoi que ce soit, c'est tout enfin, les gens vivent là-bas, donc ouais, ça va aller». Et ça, c'est vraiment le meilleur conseil ou que j'ai eu. Après, bien sûr, on peut prévoir, des choses, pour que ça se passe un petit peu mieux, mais c'est vrai que ça a toujours été, voilà, on part avec un sac de 15 kilos et en fait, à la fin, on enlève la moitié du sac parce que c'est trop lourd et qu'en fait, on se sert de rien, quoi. Donc c'est et encore aujourd'hui, là, quand je suis partie avec ma fille, oui, bon, elle, à part des habits, elle a pas besoin de grand-chose, mais moi, j'ai même pas utilisé la moitié de mon sac, quoi. Donc on prévoit parce qu'on a peur, en fait ouais. et c'est pas grave, c'est normal, c'est OK, mais il faut se dire, «Oui, bon, là-bas aussi, il y a des habits et puis on va ramener des choses» et voilà. Donc je prévois, mais je pense toujours à cette phrase de, là-bas aussi, il y a des gens qui vivent, donc ça va aller très bien. Ouais, ouais, tout à fait. Et il y a une autre phrase, alors c'est marrant parce que je l'ai entendue il y a quelques jours seulement, du point de vue du sac. Tu as dit exactement les mêmes mots que ce que j'ai entendu là il y a 3 jours. La personne disait, en fait, ton sac est le reflet de tes peurs. Mais c'est vraiment ça parce qu'en fait, on prend des au cas où et donc on se remplit, voilà. Bon, a priori, en fait, ça c'est, en effet, c'est pas le plus grave si ça nous rassure et qu'on est bien comme ça, c'est parfait. Après, ça dépend du type de voyage et du type de valise. Que s'il faut beaucoup porter ses affaires, ça peut devenir pénible de voyager avec toutes ces peurs. Mais C'est ça et moi j'ai refait, je pense en fait, j'ai fait le sac une première fois avant mon voyage en Amérique du Sud. Je pense que je l'ai fait 15 fois. Il pesait toujours 15 kilos. Je pense que peut-être il pesait même plus avant. Mais maintenant, c'est vrai que je me dis, en fait, refaire le sac plusieurs fois et faire en fait, comme on fait chez nous, retrier ouais, les choses, en fait, on se dit: «Ah non, mais ça, en vrai, j'en ai pas besoin». Voilà et on emportera toujours des trucs qu'on n'utilisera pas, mais au moins on les oublie même, on sait même pas qu'ils sont là, mais c'est pas ouais, grave. c'est ça. Voilà, on les a, ça nous rassure. Ouais. Moi, mon credo pour ne pas en prendre trop, c'est si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il faut pas le Oui, prendre. ouais, c'est vrai, Voilà. Si tu c'est ça. commences à te demander est-ce que peut-être je vais en avoir besoin dans quel cas, etc. Voilà, t'as ta réponse, il faut pas le prendre en fait. Si tu sais pas exactement directement pourquoi tu le veux, c'est que c'est en trop. Bref. Donc du coup, c'est par ce long voyage en Amérique du Sud, en tout cas, que tu as commencé à mettre un pied dans l'univers de l'hôtellerie. Et quand tu es rentré en France, tu as directement continué à travailler dans ce domaine-là grâce à ces expériences que tu avais vécues. Alors oui, mais cependant, quand je suis rentrée en France, c'était pas mon objectif. J'ai continué en fait, j'ai repris ma recherche de travail, dans ce que je faisais avant. Mhm.
même si j'avais bien aimé l'hôtellerie, la restauration, etc. C'était, je sais pas, je me suis pas posé la question. Je me suis dit que j'allais rechercher dans ce que je faisais avant. Et en fait, à cause aussi du Covid, bah, toutes les embauches Ouais. étaient gelées, etc. Et bizarrement, parce qu'on pourrait penser que du coup les hôtels auraient arrêté d'ouvrir ou de recruter, en fait, il y avait déjà une ouverture d'un hostel qui était prévu à Marseille. Donc à Marseille, je crois qu'il y avait qu'un hostel avant. Donc seulement une auberge de jeunesse. Donc là était prévue cette ouverture d'une chaîne pour Marseille et c'était assez inédit. Et moi, j'ai postulé donc je crois en tant que bartender, donc en tant que barman. Et voilà, et c'était pour faire l'ouverture, donc c'était super intéressant aussi. D'ouvrir un hôtel, c'est toujours intéressant. Et aussi, je retrouvais, bah, en fait, je retrouvais un peu tout ce que j'avais connu et en fait, j'ai dormi dans tellement d'hostels que je me suis dit, bah, en vrai, moi, je vais pouvoir aussi apporter ma touche parce Ouais. que bah, il y a plein de petites choses où on se dit ah ça manque, etc. Et j'ai fait tellement d'hostels que je me dis que ça pouvait être intéressant. Donc j'ai retrouvé aussi ben, mes codes, j'ai retrouvé un peu bah, le même type de personnes qui résidaient là, c'était les personnes que je côtoyais avant. Donc c'était très sympa, voilà, il y avait pas de souci. Et très vite, je suis passée chef bar, ensuite je suis passée réceptionniste aussi. J'ai fait un peu superviseur réception et en fait, j'en avais un peu marre à la fin d'être là-bas et je voulais chercher autre chose et j'ai eu l'opportunité du coup d'un autre hôtel qui s'ouvrait à Marseille, comme quoi c'était en expansion, même s'il y a eu le Covid passé par là. Du coup, l'hôtel Manninger que je connaissais absolument pas, mais on me l'a vraiment vendu comme, bah, tu verras, c'est entre une auberge de jeunesse et un hôtel classique où tu peux louer ta chambre privée. Et du coup, j'ai postulé et je crois que j'avais postulé en superviseur petit déjeuner, voilà. Et finalement, en fait, je suis arrivée à l'entretien et une autre personne qui était prévue pour gestion de l'hébergement n'est pas venue. Et du coup, bah, la directrice m'a interviewée et m'a proposé ce poste-là. Donc c'était vraiment un hasard et j'ai fait du coup l'ouverture du Meininger à Marseille et j'ai retrouvé aussi bah, pareil la cuisine commune, voilà des grands espaces où les gens se parlent, les backpackers, etc. Donc c'était super intéressant et je suis restée du coup jusqu'à mai 2025 où j'ai pris la direction du coup de Bordeaux maintenant, donc totalement changé de ville que je connaissais pas du tout. Donc je continue mes petits voyages à travers la France, à travers mes changements de poste, mais je n'aurais jamais imaginé quand j'ai mis voilà quand je crois la première fois j'ai fait un travail de bartender en Bolivie, enfin voilà, dans un hostel, dans une chaîne d'hostels, j'aurais jamais pensé un jour être directrice d'hôtel et aussi même juste dans ce métier en fait. Et au final, je pense que bizarrement, j'ai juste trouvé ma voie comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée vraiment par hasard. Et c'est juste des petites opportunités qui ont fait que je suis arrivée là. Et beaucoup de travail aussi, Ouais, on va pas se mentir. j'imagine quand même. Ce qui est intéressant là, quand tu as un petit peu décrit quand même le concept Menninger, tu l'as décrit un petit mix entre auberge de jeunesse et hôtel. Alors c'est vrai qu'auberge de jeunesse, on imagine quand même que c'est fait pour des backpackers entre 20 et 30 ans. Déjà 30 ans, ça commence à être un peu trop. Et donc c'est pas un large public. Bon, il se trouve que en fait partout dans le monde quand même, les auberges de jeunesse, c'est aussi pour des routards un petit peu plus âgés. Et puis, alors nous, et du coup, je connais quand même beaucoup de gens qui voyagent comme nous, on y va aussi en famille. Et c'est vrai que c'est plus ou moins adapté aux familles quand même par le monde. Hein. On va pas se mentir, toutes les auberges de jeunesse sont pas absolument parfaites pour les familles parce que il peut y avoir la fête quand même très tard le soir, etc. Le bar, des ambiances qui s'échauffent, c'est pas toujours le confort est pas toujours non plus absolument merveilleux. Mais en fait, Menninger, donc nous on est allé à Lyon à l'hôtel Menninger avec nos enfants et c'est vraiment ouais c'est vraiment ça en fait c'est une chambre d'hôtel, donc bah, on avait une chambre pour nous quatre. Et puis les espaces communs, je trouve que ça fait beaucoup parce que ça invite forcément à parler aux autres gens, etc. Et donc c'est assez chouette.
Qu'est-ce que vous faites pour aussi que les familles se sentent bien dans ce genre d'établissement? Ce qu'il y a vraiment, moi, que j'avais jamais vu dans d'autres hôtels, c'est qu'en fait, quand les gens arrivent pour faire le check-in, donc ils arrivent, la première chose, c'est en général qu'ils voient, c'est la réception. À côté de la réception, il y a un espace pour les enfants. Mmh. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intelligent, c'est que du coup, les enfants se jettent sur l'espace, hyper contents de voir des jouets, des trucs à faire, et les parents sont tranquilles pour faire le petit check-in et pour bien écouter toutes les informations et pas avoir, voilà, votre enfant qui est là, qui vous dit: «Maman, maman» toutes les 2 secondes. Donc c'est vrai que, ça déjà, c'est quelque chose de tout bête, mais et c'est quelque chose qui est standard, donc qu'il y a dans tous les Meininger, et j'ai trouvé cette petite attention, voilà, hyper mignonne, et du coup, bah, ça permet aussi aux parents, voilà, de profiter des espaces communs et de savoir, d'avoir une visu sur son enfant qui est là-bas, qui est en train de dessiner, de lire, et cetera. Et c'est des espaces que nous, on aménage et qu'on fait vivre aussi avec, des petites activités, pour Halloween, voilà, des choses comme ça, ou Noël, et on met aussi, des jouets à disposition. Après, il y a toute une petite panoplie. Alors, je sais pas, ce que vous en avez pensé et quel âge, je sais pas, quel âge, ont tes enfants, mais les lits sont beaucoup appréciés, parce qu'en fait, on a des lits superposés. Donc il y a toujours 2 lits jumeaux qui sont collés, et ensuite on a des lits superposés pour les chambres de 4 et de 6, et les enfants adorent et les parents adorent. Je crois qu'ils se battent pour le lit du dessus. Oui, forcément. Donc je sais pas, forcément, qui est plus isolé et calme. Donc je sais que les enfants adorent en général, et le vraiment le plus, alors c'est marrant parce que ça s'inspire totalement de l'auberge de jeunesse, c'est la cuisine commune. Je sais même plus combien il y a de parents qui sont venus et qui: «Oh, mais c'est génial!» Voilà, Meininger, c'est quand même un hôtel à la base pour les petits budgets. Donc vous payez votre chambre, et après tout ce qui est tout ce que les services que vous allez utiliser, pendant votre séjour, c'est un additionnel. Donc il y a des machines à laver, et cetera, ce qui est hyper pratique, pour laver son linge et sécher son linge. Mais la cuisine commune, elle est gratuite, et c'est vrai que c'est hyper, intéressant pour les familles de venir mettre, le petit truc que le petit il a pas fini, venir cuisiner quelque chose pour son bébé, son enfant, et cetera, ou faire un repas en famille tout simplement. Et ça amène aussi, bah, à rencontrer forcément les autres familles ou juste les gens qui voyagent, et c'est un gain aussi énorme dans le budget. Voilà, quand on va tous les jours au restaurant en famille, 4, ou plus, c'est vraiment, voilà, une grosse dépense. Donc le fait qu'on puisse se faire des choses, ou même préparer des sandwichs, et cetera, je pense que c'est vraiment un atout, et en tout cas moi c'est le meilleur retour que j'ai, c'est la cuisine commune, et que clairement c'est vrai qu'il n'y a pas forcément ça dans les autres hôtels, et que c'est quelque chose, on a accès et on est hyper content de laisser des choses dans le frigo, et cetera. Où les gens adorent se préparer des pique-niques, des choses comme ça. Et dans beaucoup de Meininger aussi, on a beaucoup de jeux, même pas forcément que pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Il y a beaucoup de jeux, il y a des billards, des baby-foot, des Mario Kart, et cetera. Parce qu'on retrouve un peu cet esprit de, hôtel familial et amical, où les enfants vont venir jouer, partager, et vont jouer avec d'autres enfants. Voilà, vous pouvez organiser des petits tournois, et cetera. Et ça, vraiment, on l'a très souvent. On a beaucoup d'occupation de l'espace, des espaces, communs, le soir. Parce que, bah, les familles, le soir, vont pas forcément sortir très tard, et cetera, pour les enfants, et elles restent beaucoup dans les espaces communs. Donc il y a pas mal de choses à faire, et notamment, où j'étais avant à Marseille, il y a une très grande terrasse avec un petit jardin, et les espaces communs sont très grands, et souvent ils sont remplis l'été parce que les gens adorent rester, en fait, dans l'hôtel, où, pourtant la signature de Meininger, c'est, step out et explore. Donc fais un pas dehors et va découvrir, en fait, le monde. Et en fait, les gens restent beaucoup dans l'hôtel parce qu'ils aiment beaucoup l'hôtel. Donc mais pas forcément du coup dans leur chambre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose où vraiment je pense que là, ça se voit. Enfin, on voit vraiment l'essence de Meininger, c'est vraiment les gens, qui aiment rester dans l'hôtel et qui partagent aussi, beaucoup de choses, entre eux, et qui se rencontrent. Ouais, bah pour le coup, je suis 100% d'accord. Mes enfants ont hyper bien dormi dans les lits. Alors nous, par contre, quand on sait qu'il va y avoir des lits superposés, on s'arrange pour se mettre d'accord à l'avance. Ce qui était très chouette, c'est que tu dis, quand celui qui a le lit en haut, il est un petit peu plus tranquille. J'ai trouvé que pour une fois, parce que c'est pas toujours le cas quand même, celui qui est en bas, il a quand même sa petite lumière, etc., sa petite table de nuit, les petits espaces. Chacun a son petit espace quand même. Et donc c'était assez chouette. Bon, nous, on a joué au baby-foot avec nos enfants, mais je crois pas qu'ils en gardent un très bon souvenir parce qu'on les a éclatés. Les pauvres, leurs parents sont beaucoup trop forts.
Non, mais sinon, et la cuisine, bon, bah, nous, on adore ça parce qu'on a des enfants qui sont un petit peu compliqués pour manger. Ils aiment pas grand-chose. Et c'est vrai que quand on est en vacances ou en city trip, enfin là, c'était le cas pour visiter Lyon, bah, si on fait que des restos, en fait, ils mangent que des frites pendant toute la durée du séjour. Et bon, ça a une petite tendance à nous agacer quand même. Donc, du coup, à la fois pour le budget et à la fois juste pour diversifier un tout petit peu et ne pas manger des frites pendant 3 jours, c'est vrai qu'on aime bien se préparer soit un petit pique-nique, soit le soir, voilà. C'est quand même sympa. Et puis dans la cuisine, en effet, nous, il y avait aussi d'autres familles. On était au début des vacances de la Toussaint. Et voilà, c'est l'occasion de papoter un petit peu. On passe des chouettes moments avec les autres voyageurs et c'est vraiment un esprit très chouette que nous, bah, on a pendant notre tour du monde, on a fait pas mal ce genre d'établissement aussi. Et c'est là qu'on rencontre des gens et c'est super chouette. Donc, on était content de pouvoir retrouver ça parce que je trouve que c'est pas forcément l'image qu'on peut avoir d'un hôtel en France. Et pour autant, c'est un super mix. Est-ce que toi, du coup, j'ai une double question du fait que tu sois donc directrice d'un établissement qui a aussi vocation à accueillir des familles, pas que, mais aussi. Tu as un passé de backpackeuse et donc maintenant tu es maman. Comment tout ça interagit? Donc, quand toi, tu pars en vacances, quel est ton œil sur les hébergements où vous allez? Et puis après, comment, je sais pas comment tu t'en inspires, comment tu peux adapter des choses, etc. Dans ton travail? Est-ce qu'il y a des liens dans les deux sens? Alors oui, mais sachant que je suis quelqu'un de très critique. Je pense que bon, en tant que bon Français, on l'est tous. Mais alors j'ai appris à relâcher un peu aussi la pression. Mais c'est vrai que quand j'arrive quelque part et qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qui me convient pas, et cetera, je remarque, voilà, et j'aime bien le dire. Oui, mais nous on fait pas comme ça, gna gna gna, voilà. Mais là, par exemple, j'étais au Maroc et c'est vrai que, en fait, je m'en suis même pas rendu compte, mais c'est vrai que, par exemple, on nous a jamais enfin, il y avait pas de chaises enfants, de chaises bébés, tout Ah ça, ouais. il y avait pas. Les seules fois où on a demandé un lit bébé, il était cassé, il l'avait pas. Enfin, bon, bref, c'était pas très grave. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas très grave. Et alors, bien sûr, il y a des moments où sûrement, voilà, ça serait pas le cas, mais là, vraiment, ma fille a dormi sur des lits, une place, on mettait le matelas par terre, voilà, pour la sécurité, mais il y avait jamais de chaise enfant, c'était pas grave. Parce qu'en fait aussi, il y avait la compensation de l'accueil, en fait. L'accueil réservé aux enfants au Maroc, déjà, c'est un autre niveau. Je Ouais. sais pas si toi, tu as vécu cette expérience, mais en France, déjà, moi, la première, j'étais un peu la personne qui se retourne quand un enfant pleure dans l'avion et un peu qui juge, alors que j'avais pas d'enfant, clairement. Et maintenant, je méprise un peu ces personnes et je me dis: «Mais quand même, c'est pas grave, en fait, c'est un enfant, ça va passer», et en fait, c'est ça aussi que j'essaye, quand il y a un enfant, qui des fois ça arrive, il y a un enfant qui hurle dans le hall, dans la réception, et cetera, et c'est souvent des tout petits enfants et voilà qui Ouais. peuvent pas contrôler, qui ont un regain d'émotion, et en fait, on a des petites peluches qui sortent d'un jeu, et du coup, je me suis levée, je suis allée lui donner la petite peluche et ça s'est arrêté. Je parlais même pas la langue que parlait la dame, mais et du coup, elle était trop contente et ça s'est calmé. Et du coup, des fois, il faut juste, bah, faire un petit geste comme ça qui va apaiser, et puis qui va mettre aussi la personne, bien, et pas lui jeter des regards et la faire se sentir mal. Et des fois, je dis à la réception, ça m'est déjà arrivé de dire à la réception: «Bah, écoute, c'est pas grave. Oui, les enfants crient, ils vont partir là, bientôt, ils vont sortir, c'est quelques minutes, oui, ils sont un peu voilà. C'est pas grave, ça va passer». Alors des fois, oui, faut pas non plus que ça déborde, mais en réalité, c'est pas grave, et eux, ils les ont 5 minutes et nous, on les a toute la vie. Donc voilà, mais voilà. Mais après, j'ai trouvé, voilà, que malgré tout, l'accueil, et je pense que c'est très culturel aussi, j'ai trouvé que les enfants au Maroc étaient mis, voilà, sur un piédestal, tout le monde, les trouve incroyables, ils sont beaux, tout le monde veut les prendre dans les bras, tout le monde s'en occupe et toi, tu peux manger tranquille. C'est assez incroyable. Hem et voilà, et même si, par exemple, bah, voilà, il y avait pas le matériel, ben, en fait, l'accueil était tellement incroyable. Combien de fois on nous a offert le repas, de ma fille, alors que j'avais rien demandé, et j'ai dit: «Mais non, Ah non, ouais. mais si, si, parce qu'elle est trop mignonne, elle est incroyable». Je me sentais très gênée, et voilà, c'était que des attentions, en fait, qui étaient tellement plus que, bah, de pas avoir le lit bébé, et cetera. En fait, on s'en fiche. Hem et voilà, et j'ai trouvé ça vraiment, adorable, et c'est vrai que
c'est un autre niveau où nous, en France, il faut qu'on ait le lit bébé, la baignoire, le machin. Et ce que je peux comprendre, ce que je peux vraiment comprendre, et c'est vrai que dans les hôtels maintenant, là, nous, voilà, on propose le coussin de la table à langer si les gens veulent le prendre en chambre. On a le lit bébé, ça, il y a aucun problème. Il faut juste le réserver parce qu'on n'en a pas un par chambre, bien sûr, mais on a ce qu'il faut. Voilà, ça, y a pas de problème au niveau du confort enfant, bébé. On a tout, et c'est vrai que je pense que quand même, juste la chose que moi j'essaie de transmettre un peu aux équipes, parce que beaucoup n'ont pas d'enfants, on n'est que deux, je crois, à avoir des enfants sur 25, mais c'est beaucoup de dire des fois un petit geste, ou des fois, bah voilà, aller voir s'il y a une table au petit déjeuner où l'enfant il hurle, ben aller voir les parents et ne pas les sermonner, mais plutôt leur dire, ben vous voulez, je lui montre s'il y a le petit coin enfant, ou lui amener on donne des petits crayons de couleur avec des feuilles de papier. C'est rien, mais ça peut être beaucoup pour les parents, en Oui. fait. Ça peut être beaucoup, ça peut vraiment apaiser la situation. Et du coup, d'être plus dans cette démarche-là que dans la démarche du jugement, clairement, alors que toi, tu juges et que t'as pas d'enfant et que tu sais pas ce que c'est, en fait, et que si toi, tu veux gérer l'enfant, bah vas-y, y a pas de souci, hein, tu peux essayer. Mais voilà, c'est plus dans ce biais-là que j'essaye d'être toujours dans l'apaisement et dans la démarche positive, en fait, et pas dans le jugement. Voilà. Moi, j'essaye de repenser là aux différents pays qu'on a visités. Je crois que jamais on a eu un regard de travers pour un enfant qui pleure ou juste qui chahute, qui parle un peu trop fort. C'est vrai que dans les autres pays du monde, les enfants sont toujours très bien accueillis. Et en France, c'est pas le cas. Dans l'espace public, c'est compliqué quoi pour un enfant de prendre sa place. Tout est fait et pensé et conçu pour des adultes, et puis les enfants ils n'ont qu'à suivre. Et comme tu le dis, en fait, je trouve que tu l'as bien décrit. C'est des petites attentions. Il n'y a pas besoin de grand chose en vrai, juste pour montrer que bah voilà, l'enfant est aussi le bienvenu. Et moi, alors nous, on n'a pas profité quand on était à Meininger à Lyon parce que nos enfants sont trop grands maintenant et qui se servent au buffet du petit déjeuner comme les adultes. J'ai trouvé ça trop chou sur la petite table, le petit plateau de pain au chocolat. J'ai trouvé ça adorable. C'est à hauteur d'enfant, ils peuvent aller se servir tout seuls, bah, comme des grands, mais ils n'ont pas besoin de se mettre sur la pointe des pieds, ils n'ont pas besoin d'être dans les bras d'un parent. Et puis voilà, il y a un petit carnet de coloriage en effet aussi à disposition, etc. Et c'est trop mignon, quoi. Et en effet, c'est pas grand-chose, mais ça montre directement que les enfants sont les bienvenus, et je pense que ça fait du bien, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, où ça fait vraiment peu de temps, du coup, que j'ai un enfant, mais je vois, en fait, que ben, la France, on a toujours... En fait, peut-être c'est l'éducation aussi. Moi, on m'a élevé comme ça aussi. Il faut pas Mm. faire de bruit, il faut pas crier, il faut pas, etc. Et surtout dans les lieux publics ou en famille, voilà, faut pas mettre la honte sur tes parents. Et Ouais. il faut être calme. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été habituée. Alors, pas enfin, même les gens que je connais, hein, là, je réfléchis un peu, pas forcément mes parents, mais c'était toujours mettre voilà le jugement sur le parent qui est en train de vivre une situation difficile au supermarché, ou dans un hôtel, ou voilà, n'importe quel endroit, au restaurant. Moi, je renversais mon jus d'orange tout le temps, à chaque restaurant, je renversais mon jus d'orange sur mon père, il pétait un câble. Et pour lui, on lui mettait la honte. Voilà, c'était toujours Ouais. mettre la honte sur quelqu'un. Et vraiment, c'est un sentiment horrible aussi quand on essaie de gérer notre enfant et qu'en plus on sent les regards des gens. On n'a pas besoin de ça. Donc il y en Ouais. aura toujours, voilà. Et je pense que le minimum, et je suis totalement d'accord aussi avec ce que tu dis, où en fait le monde est fait pour les adultes, alors que les enfants sont là et ils ont rien demandé. Et ils ont Ouais. aussi besoin d'avoir accès à certaines choses. Des fois, juste quelque chose à leur hauteur, bah, ça leur fait plaisir, et ils y vont directement parce qu'ils savent que c'est pour eux. Et rien n'est fait pour eux. Même moi, franchement, le train, je trouve ça horrible. L'avion, c'est pas non plus fait pour les enfants. Enfin, rien n'est pensé alors qu'on pourrait, et qu'on sait très bien qu'il y a des pays dans le Nord, l'Europe du Nord, qui font bien mieux que nous. Mais voilà, on est très très loin, je pense, en France de ce qui se fait. Et je suis sûre qu'on devrait s'en inspirer encore plus. Alors, Meininger, c'est une chaîne allemande, et je pense que les Allemands, déjà, c'est pas mal. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de petites attentions, etc. Parce que ça vient vraiment plus de la culture allemande que de la culture française, on va pas se mentir. Donc ça, vraiment, je trouve que l'esprit famille, enfin moi, j'avais jamais vu ça avant. Quand vous réservez sur le site, vous avez moins 15% si vous avez un enfant.
Non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai dit: «Mais du coup, les familles, ils payent encore moins si» mais c'est incroyable! Donc parce qu'on a un enfant. Alors que normalement, c'est, non, tu as un enfant, tu payes encore plus, voilà. Donc là, Mmh. moi, j'ai trouvé ça incroyable. Parce que on a un enfant, c'est moins 15. OK, bon, bah, à chaque fois. Bon, super. Donc vraiment, que des choses comme ça. C'est vraiment la culture allemande qui est là et qui parle. Et oui, en France, on n'en est pas encore là. Mais du coup, il y a quand même des hôtels mais c'est vrai que pour faire la comparaison, j'ai fait pas mal d'hôtels. En France, j'ai jamais vu de coin enfant, de choses comme ça. Ça m'est Ouais. jamais arrivé. Donc c'est vrai que ça fait du bien et c'est vraiment sympa aussi quand on a un enfant, quoi. Et d'un point de vue culturel, du coup, ton compagnon qui est brésilien, qu'est-ce qu'il en pense là de la place qu'on donne aux enfants en France? Je pense qu'au Brésil, l'enfant est un peu mis sur un piédestal aussi, comme au Ouais. Maroc. Je pense que c'est un peu, ça se rejoint pas mal, parfois dans la culture. C'est, l'enfant, est tout le temps là. Enfin voilà, c'est très familial. C'est très, très familial. J'ai pas mal voyagé au Brésil, mais j'avais pas encore d'enfant et puis là où je suis allée, c'était plus dans sa famille. Mais c'est vrai que c'est énormément de voyages de famille là-bas. Mais ici, c'est plutôt qu'il a l'impression et ça je pense que beaucoup de gens l'ont aussi, qui viennent, d'autres pays. Comme les personnes âgées, on les met beaucoup de côté, voilà. Les enfants, les personnes âgées, on les met un peu de côté. Il y a beaucoup, beaucoup de gardes, voilà. Et lui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il remarque parce que, par exemple, au Brésil, on va pas à l'école avant 6 ans, et en général, bah, on est gardé par sa mère, alors ou son père, mais il y a pas trop de nounous. Voilà, ça se fait pas trop. Ah ouais. Peut y avoir dans les villes, et cetera. Bien sûr, maintenant, il y a plus un mode de vie européen dans certaines villes. Et ça, en Allemagne, c'est classique. Jusqu'à 6 ans, il y a pas d'école. Ou alors, c'est une petite garderie, mais c'est beaucoup moins que chez nous. Je pense que c'est plus dans ce niveau-là. Mais après, lui, il trouve quand même que beaucoup de choses sont organisées pour faire avec ton enfant dans les villes, etc. Beaucoup d'activités, de choses comme ça. Au Brésil, moi, j'ai eu l'impression que c'était plus oh ben l'enfant il suit quoi. Il suit et en vrai bah c'est vrai. L'enfant suit et vraiment je trouve que là lors de mon voyage au Maroc, je me faisais pas de soucis etc. Mais j'ai vraiment remarqué que ma fille, bah elle, qu'on soit au Maroc ou en France, bah, il y avait pas vraiment de différence pour elle. Elle était contente dans tous les cas. Elle avait son lit, elle captait où était sa chambre à chaque fois, son lit. Elle avait deux trois repères. Il y avait pas besoin de plus en fait. Qu'elle on fasse un truc incroyable la journée ou qu'on aille à la plage ou juste se balader en ville, pour elle c'est très bien. Bah, elle est pas compliquée. Alors peut-être c'est parce qu'elle est encore petite. C'est vrai que quand les enfants sont petits, moi je trouve que c'est très facile de voyager avec un tout petit, parce que quand il est avec ses Oui. parents, il est content. Il n'y a pas besoin de grand chose d'autre en vrai. Faut manger, faut avoir des couches propres et manger et être avec les parents. Et c'est pas mal. Ouais, un petit endroit pour dormir, mais bon, je pense que le petit enfant, s'il est calé entre ses Oui. parents, ça lui va très bien. Peut-être pour les parents, ça va pas à tout le monde, mais c'est vrai que après, quand ils grandissent un peu plus, bah il y a des enfants, bah oui, les enfants ils commencent à marcher, à courir un peu partout, etc., à poser beaucoup de questions. Et donc c'est pas que c'est moins facile, mais c'est différent quoi, parce que ça demande peut-être un petit peu plus d'attention et de choses. Et puis bah alors après, quand on arrive au l'âge des miens, ils sont pourtant pas si grands, hein. Là ils ont 10 et 12 ans, mais bah du coup ils donnent leur avis sur le programme, etc., etc. Ça discute. Ça discute beaucoup. Donc il faut adapter le planning quand même, parce que même s'ils peuvent suivre partout, bah du coup ils ont un peu moins envie parfois. Donc ça peut traîner des pieds. D'après toi, pour une famille, quels petits détails sont importants entre un séjour réussi et à contrario, on peut basculer vite dans un séjour stressant. Finalement, là, avec ton expérience au Maroc, par exemple, avec ta petite, bah, on se rend compte que c'est pas forcément les équipements matériels qui sont hyper importants, mais plus un peu la culture, la façon d'accueillir, la façon d'être qui est importante. Est-ce que tu penses à autre chose? Je dirais, oui, donc que la partie matérielle n'est pas, si importante au final, même si peut-être on est habitué, à un certain, niveau, voilà, d'avoir tout ce qu'il faut tout le temps, voilà, surtout quand on a un premier enfant, on a envie d'avoir tout. Mm. Et d'ailleurs pendant ce voyage, on a rencontré un couple de Brésiliens qui vit en France, qui avait un bébé de 8 mois et
j'en parlais après avec mon conjoint et on avait un peu des façons différentes de voyager où eux, ils avaient tout. Ah ouais. Ils avaient tout pris. C'est limite, elle m'a dit: «Ah j'aurais dû prendre la baignoire». Moi je me suis dit: «Non Oui. mais ah ouais!» Mais Quand voilà, même. il y a des gens qui ont besoin de tout, d'avoir tout et je comprends et ils avaient la voiture, ils avaient beaucoup de valises, ils avaient voilà et c'était vraiment je voyais que c'était pas comme nous et Mmh. c'est pas et voilà, ils font ce qu'ils veulent, il y a pas de problème et vraiment je me suis dit: «Ah mais nous en fait, moi je pensais qu'on avait pris beaucoup de choses, en fait, c'est limite s'ils avaient le lit bébé dans la voiture, quoi». Donc en vrai voilà, le matériel vraiment, peut être secondaire et après vraiment plus du coup que la qualité de l'accueil et cetera, le service qu'on reçoit et des fois, voilà, dans des petites attentions ou juste dans la compréhension, peut être, voilà, hyper, voilà, par exemple, moi, j'avais demandé un lit bébé, bon, dans une chambre où il y avait qu'un lit double et franchement, bah, là, à 1 an et demi, la petite, elle dort en travers du lit, on savait qu'on n'allait pas passer des très bonnes nuits et du coup, on a un peu insisté pour, bah, enfin, on a redemandé, «Mais est-ce que vous avez pas autre chose?» Enfin et en fait, les mecs sont allés, au 4e étage de l'hôtel, descendre un matelas, à, 10 heures du soir parce que bon, après voilà, ils l'avaient pas mis et cetera. Mais ils ont descendu un matelas, pour nous mettre à côté, par terre dans la chambre et nous, ça nous allait très bien Mmh. et en fait, juste qu'ils aient fait ça, j'ai dit: «Beh, merci» parce que franchement, on va rester 3-4 nuits et qu'on aurait passé des nuits, bah, à pas dormir, quoi. Donc franchement, juste des petits détails de service ou un peu, beh, en fait, se mettre à la place, juste de la personne, en fait. Même si on n'a pas d'enfant, beh, comprendre que pour la personne, c'est important, parce qu'elle va pas dormir ou parce que ça va juste lui faciliter la vie et qu'en vrai, bah, toi, en tant que réceptionniste ou personne qui travaille au petit déjeuner, ça va pas te prendre beaucoup de temps et c'est juste apporter être sympa, quoi. Et faire un petit truc en plus, qui va aider j'ai déjà vécu une situation comme ça avec une mère et en fait, j'ai essayé mais je comprenais en fait, je me suis dit: «Elle est folle». C'est une mère qui est venue un jour à Marseille et complètement en panique, pas bien du tout et elle me dit: «Oui, mais j'ai séjourné ici et cetera et ma fille a perdu son doudou». Donc voilà, maintenant je me dis: «Oh mon Dieu, mais si Ouais. ça arrive, mais c'est la fin du monde». Donc moi je lui dis, bah, je réagis, enfin je crois que c'était même avec une réceptionniste, lui dit: «Bah écoutez, je vais regarder» et c'était il y a quelques jours, donc on lui dit qu'on trouve pas, que voilà, on sait pas, que malheureusement on n'a rien trouvé parce que tous nos objets trouvés, on les met sur un logiciel et cetera et la dame commence à péter les plombs et à demander à parler à la manager et tout. Bien sûr, c'est moi. Donc j'y vais et je me dis: «Elle a pété un câble» et elle commence à vouloir monter dans l'ascenseur, aller parler à la femme de chambre et cetera. Mais vraiment, je me suis dit mais je lui ai dit: «Mais il faut vous calmer, je comprends», alors je lui disais: je comprends», mais je pense que je comprenais pas Mmh. et elle m'a dit: «Oui, vous comprenez pas, j'ai pas dormi, ma fille dort pas, machin, elle me harcèle avec son doudou, j'en peux plus» et moi je voyais qu'elle craquait, en fait et moi je savais pas quoi faire et je lui disais: «Mais madame, enfin là», j'essayais de lui faire, de lui dire: «Vous avez perdu la raison, vous allez Mmh. pas aller voir la femme de chambre qui a fait la chambre il y a 4 jours, enfin elle s'en souvient même pas d'avoir fait un doudou, d'avoir perdu un doudou et cetera» et en fait, on a retrouvé le doudou quelques jours après et on lui a renvoyé dans un carton avec des sucettes, des confettis, Ouais. enfin bon bref. Et maintenant je me dis: «Mais j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'est vrai que sur le moment, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus, mais je me suis dit: «Elle est folle». Alors qu'en fait, maintenant en étant mère, je me dis: «Mais je comprends». Mais je comprends à 1000 que, un doudou, c'est genre le truc le plus important, pour ton enfant et en fait, j'ai peut-être pas été assez compréhensive, j'ai peut-être pas été assez sympa et en fait, je l'ai jugée tout de suite en disant: «Mais elle a pété un câble». Alors qu'en fait, peut-être que si j'avais, et pourtant, voilà, j'aurais dû être dans mon discours être, vraiment, beaucoup plus sympa et en fait, je pense qu'à un moment, je me suis braquée parce qu'elle était agressive un peu et en fait, j'aurais dû être, ouais, plus compréhensive avec elle et en fait, je pense que tout simplement quand on n'a pas d'enfant, c'est quand même qu'on peut pas comprendre. Ouais, tu peux pas imaginer parce que cette maman, ça faisait un certain nombre de nuits qu'elle dormait pas ou pas assez, et donc forcément, elle devient un petit peu plus agressive ou en tout cas, elle pète un câble parce qu'elle est au bout, quoi. Elle est au bout parce que sa gamine a perdu son doudou, il faut le retrouver par tous les moyens. C'est vrai qu'on peut pas imaginer ça quand on n'est pas parent. Je pense pas et je pense qu'on
on stresse, etc. Quand on doit faire les premiers voyages, mais je pense que de toute façon, il y a que en le faisant qu'après on apprend et que voilà, par exemple, on va prendre beaucoup moins de choses, on va moins s'inquiéter, etc. Mais mais il y a que en devenant parent, de toute façon, qu'on se prend cette réalité et que qu'on comprend. Et moi, il y a plein de situations où j'en parle avec mes amis qui ont des enfants maintenant et je leur dis, oh, je regrette quand je lançais des regards dans le train, ou ça m'énervait, ou je soufflais, ou oh, mais quelle horrible personne j'étais de faire ça. Mais bon, après j'étais une personne où il y avait pas trop de bébés dans ma famille, etc. Mais je pense que on peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas d'enfants. Et nous, voilà, c'est comme tout, hein, on apprend à être parent et on apprend à voyager avec ses enfants. Et je pense aussi que on s'adapte, on est très flexible. Les enfants sont très très flexibles aussi. Moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite avec mes parents et on râlait énormément avec mon frère. Mais en même temps, on était trop contents de tout ce qu'on avait fait. Mais voilà, on râlait qu'on marchait, qu'on faisait que des églises et que des musées et que nous, on n'avait pas envie de faire ça. Mais, mais maintenant, j'en garde un souvenir incroyable et je sais que ça a été une chance énorme de voyager quand on était jeune. Ce qui, ben, par exemple, on en parlait tout à l'heure, n'a pas du tout été le cas de mon conjoint. Lui, il est toujours resté au Brésil et son premier pays qu'il a visité, c'était la France. Et là, pour le coup, lui, il m'a dit, non, mais tu te rends compte que notre fille, elle a déjà plus voyagé que moi, en fait. C'est incroyable. Il m'a dit, non, mais moi, les enfants au Brésil, ils voyagent pas, en fait. Ouais. Ils voyagent pas comme ça. Et j'ai envie de retenir aussi, de rebondir sur quelque chose que tu as dit, que pour un séjour assez chouette, il faut rencontrer des gens sympas. Et c'est vrai que on peut faire toutes les expériences du monde quand on part en vacances ou en voyage, voir les plus beaux paysages de la Terre. Ce dont on va se souvenir, c'est avec qui on était, l'accueil qu'on a reçu global dans le pays, à tel hôtel, c'était sympa parce que on a été accueillis de cette manière-là, le guide était sympa à cet endroit-là, etc. C'est vraiment beaucoup les rencontres qui nous marquent et qu'on va garder après dans nos souvenirs pendant longtemps. Donc ouais, c'est hyper agréable de voyager et de rencontrer des gens sympas. Et quand on voit des familles ou pas d'ailleurs, des vacanciers, des étrangers ou même des Français, quand on voit qu'ils sont un peu paumés parce qu'ils connaissent pas, etc. C'est chouette si on est sympa aussi, quoi. Ça leur permettra de passer un meilleur moment. Bah, exactement. Et aussi, en fait, c'est vrai que quand on voyage, on peut rencontrer des locaux comme ça par hasard, mais en fait, les locaux qu'on rencontre, c'est les gens qui travaillent et les gens chez qui on va aller, le restaurant, l'hôtel, etc. Et c'est pour ça que je dis toujours aussi aux gens que je forme, enfin maintenant c'est plus moi qui les forme, mais je leur disais, en fait, les gens, quand ils viennent à la réception, toi, tu es la première personne peut-être qu'ils vont voir, tu es peut-être le premier Français qu'ils Ouais. vont rencontrer voilà, quand ils arrivent à Bordeaux. Et en fait, toi, alors oui, toi en tant que personne, mais toi aussi en tant que réceptionniste ou personne du petit-déj chez Meininger ou barman, mais c'est toi qui vas les marquer en fait. Et c'est pas seulement l'hôtel, c'est toi aussi en tant que personne. Et des fois, bah, le fait que tu vas être super sympa, bah, franchement, ils vont passer un trop bon séjour. Ouais. Et ils vont être trop contents et ils vont pas avoir peur aussi de venir nous voir pour nous demander des choses. Et moi, là, franchement, je l'ai vécu vraiment pendant mon voyage où les Marocains que j'ai rencontrés, c'était les Marocains qui travaillaient dans les restaurants et dans les hôtels. Et ou alors, voilà, avec qui on a acheté des choses dans les boutiques. Mais Ouais. forcément, on connaît personne là-bas. Donc, c'est les seuls locaux qu'on rencontre, c'est des gens qui sont là et qui travaillent dans le service. Donc vraiment, c'est au-delà de juste être réceptionniste ou barman dans un hôtel, c'est vraiment aussi voilà, profiter aussi de parler avec les gens, de discuter, de donner un bon accueil et d'échanger parce que c'est comme ça aussi qu'on rencontre les gens pendant les voyages. Et j'ai envie de conclure avec une dernière question, parce que je me dis peut-être que du coup, tu suscites des vocations. Peut-être des gens qui aiment bien voyager, qui cherchent une petite manière dans leur quotidien de prolonger le voyage, enfin, pas vraiment prolonger, mais de rester dans cet univers. Est-ce que tu as l'impression que, que tu restes un peu dans l'univers du voyage, du fait de travailler dans l'hôtellerie ou pas? Un peu parce que comme je fais partie d'un groupe
où il y a une trentaine d'hôtels. C'est vrai que on est tous un peu connectés, où on va voir ce qui se passe dans l'hôtel, j'allais dire à côté, mais même pas que les Français, dans tous les autres hôtels qui sont en Europe. Et c'est vrai que on aime bien aller voir comment font les autres. Parce que souvent ils font différemment et ils ont des idées intéressantes à mettre en place chez nous. Et c'est vrai que voir un hôtel, à Cracovie ou à Vienne, à Berlin, à Milan, enfin voilà, toutes ces villes, c'est un peu voyager encore au sein de son travail. C'est toujours hyper intéressant aussi parce que il y a des petits chocs culturels des fois. Ouais. Donc ça c'est hyper marrant. Et le fait que quand même on nous inclut tous ensemble, même si voilà on a tous une vision avec notre pays, notre culture, etc. On est tous quand même un peu mélangés et il y a quand même un petit standard à suivre qui vient de l'entreprise, mais après chaque hôtel est très différent. Que ce soit en France ou dans les autres, on a quand même chacun notre petite personnalité. Et c'est vrai que du coup, j'ai quand même l'impression d'être quotidiennement, voilà, de parler d'autres langues, Ouais. etc. Au travail et de toujours voir un peu tel pays fait ça, etc. T'as toujours un peu l'impression, de continuer un petit peu à être immergé dedans, mais à quand même être de l'autre côté. Et, du côté du service et non plus du coup du côté de j'arrive et c'est moi qui profite. Voilà, moi je suis de l'autre côté, mais c'est pas pour autant que c'est moins bien parce qu'en fait on est super content aussi quand les gens ont des bons retours, quand les gens sont contents et que voilà ils ont bien profité de leur séjour, de leurs vacances, etc. Franchement ça nous fait plaisir aussi. Et nous, on a envie que ça se passe bien pour eux, on a envie que tout se passe bien, comme si c'était nous, en fait, qui voyagions. Merci beaucoup Hélène, c'était un plaisir de t'écouter ton histoire et puis voilà ton métier aussi, c'était hyper intéressant. C'était la première fois pour moi que j'interviewais quelqu'un du milieu de l'hôtellerie et j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup. Et merci à toi, ça m'a fait très plaisir aussi et ça m'a donné envie d'enregistrer d'autres podcasts. Ça a l'air super. Ouais, c'est hyper intéressant parce que je rencontre plein de gens moi aussi. C'est aussi un métier qui permet de prolonger d'une certaine manière le voyage, en tout cas de rester dans cet univers. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Hélène pour son temps, pour son témoignage que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Comme je vous le disais en intro, ça faisait un petit moment moi que j'avais en tête d'interviewer un professionnel du tourisme pour voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté et comprendre ce qui est mis en place pour accueillir les familles. J'ai trouvé que c'était très intéressant et puis bon, on a voyagé au Brésil, au Maroc, à Marseille, à Bordeaux. Donc c'était très chouette. Merci beaucoup Hélène pour ce partage vraiment très intéressant. Et puis vous, chers auditeurs, eh bien j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Et puis, j'avoue que j'ai un petit peu pensé, là, en cette fin d'épisode, j'ai pensé à tous ces gens qui reviennent du tour du monde et qui n'ont pas envie de reprendre le même métier qu'avant, qui se cherchent un peu. Eh bien, pourquoi pas embrasser une carrière dans le tourisme ? Ça peut être dans l'hôtellerie, ça peut être évidemment dans d'autres domaines, mais ça permet de garder un petit peu un état d'esprit, de baigner dans un univers qu'on aime tant, dans l'univers du voyage, de passer de l'autre côté du miroir. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire, à le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux, mais aussi dans la vraie vie. Vous pouvez en parler à votre voisin, à votre famille, à vos amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus, si le cœur vous en dit, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne sur votre plateforme d'écoute pour ne manquer aucun épisode. En cette saison 7, on est sur un rythme de 1 épisode par semaine et vous êtes au rendez-vous, je vous en remercie infiniment. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série Moments forts, ces voyageurs qui nous racontent un moment fort de leur long voyage. Merci à tous et à très vite. Ciao.